Qu'est-ce qui se passe encore? Mais Fenil, Fétiftéo est devenue complètement folle. Non mais je vais me le faire. Kyle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il se trouve qu'après ma transformation involontaire en vampire, au passage, merci de m'avoir soigné, j'avais envie de changer de look. Et résultat, ce demeuré fanatique dit que je suis bonne à enfermer. Ah ouais, t'as vu ta réaction complètement déproportionnée? S'il y a effectivement quelqu'un dans ce vaisseau qui mérite de finir dans un asile, ce serait plutôt l'abruti incapable de comprendre le monceau de conneries qu'il débite. Bon, écoutez, nous sommes tous des adultes responsables. Enfin, au moins 2 sur 3. Donc je propose qu'on discute calmement parce que là vous êtes tous les deux à côté de la plaque. Hein? Attends, c'est une manière de dire que tu vas te servir de notre engueulade comme prétexte pour étudier la folie dans la fiction? La vache, tu commences à bien me connaître. Quoi qu'il en soit, oui, on va parler de la folie. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce nouvel épisode. Alors oui, vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui on ne va pas se focaliser sur un archétype de personnage ou un genre narratif, mais bien sur un thème, à savoir la folie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, définition. Folie. Dérangement de l'esprit, accès de folie, lésion plus ou moins complète et de longue durée des facultés intellectuelles et affectives, sans trouble notable dans les sensations et les mouvements volontaires, et sans désordre des fonctions nutritives et génératrices. Absence de raison, extravagance, manque de jugement. Gaieté vive dans laquelle on fait ou dit des choses propres à divertir. Goût exclusif, passionné, idée en laquelle on se complaît. Vous l'aurez compris, rien qu'avec la définition c'est déjà super étendu. Trop même. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire... La psychiatrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est apparue qu'à la fin du XVIIIe siècle, peu après la Révolution française, avec la création des premiers asiles d'aliénés à cette époque. Et là encore, c'est juste le début de la psychiatrie moderne. Oui, j'insiste énormément sur les guillemets, parce que c'était vraiment des balbutiements de nouveau-nés à cette époque. Quoi qu'il en soit, dans les temps les plus reculés, on pensait la folie provoquée par une colère divine, ou une malédiction. Et je vous parle même pas du Moyen-Âge, où là, on en est arrivé à la seule déduction possible. Si t'es dingue, c'est que t'es possédé. Et si t'es possédé, bah... Ah, et au passage, les athées aussi étaient considérés comme des cinglés. Ce n'est qu'à peu près à partir du XIVe siècle qu'on va vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne, avec des spécialistes comme Félix Plater ou Jean Vire, qui vont lutter contre les doctrines religieuses et tenter de faire reconnaître les maladies mentales en tant que telles. Bah, c'était pas Freud qui avait inventé la psychiatrie? Bah... non. Bah, il était pas psychiatre? Non, il a travaillé en psychiatrie, mais il l'a pas inventé. Par contre, il a été le premier psychanalyste. C'est quoi la différence? J'explique. Mais bon, là encore, je vais décrire tout ça de façon très large. Le psychiatre est un médecin spécialisé dans l'étude et le traitement des maladies mentales, et c'est le seul psy de la liste qui est habilité à vous prescrire des médicaments ou à vous faire interner. Le psychanalyste va lui au contact de ses patients, dans le but de les écouter et de les analyser, en étudiant leur histoire, leur comportement, bref, dresser un portrait de leur psyché. Quant au psychologue, c'est le Gugus qui est un expert du comportement mental, et qui est généralement spécialisé. C'est pour ça qu'on a des psychologues scolaires pour les enfants, les criminologues pour la psychologie criminelle, etc., etc. Ils vont repérer des comportements qui correspondent à des schémas préétablis, et réagir en fonction. Et enfin, quand quelqu'un vous dit « je vais voir un psy », entendez par là que cette personne va consulter un psychothérapeute. C'est la personne dont le boulot est de vous faire suivre une thérapie. Vous allez la voir pour qu'elle vous aide à en parler et à surmonter vos problèmes. Donc la prochaine fois que quelqu'un espère vous insulter en vous disant « va voir un psy », répondez-lui « ok, lequel ?» 95% du temps il saura pas quoi répondre. Bien, il est maintenant temps de se poser la principale question. Alors, selon vous, c'est quoi exactement la folie?
Bah, une perte de conscience de la réalité, peut-être. Pas forcément. Une personne souffrant de personnalités multiples aura conscience du monde autour d'elle. On peut avoir des hallucinations tout en sachant que ce n'est pas réel. C'est juste que ça n'empêche pas d'en avoir. J'ai besoin d'aller consulter aux urgences. Pourquoi? Parce que je ne sais plus si ce que je vois est réel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Greta Mantelray, la célèbre psychothérapeute, est ici. Et parce que je m'adresse à un mur. Parce que je ne sais plus ce qui est réel. J'ai besoin d'un vrai traitement. J'ai besoin d'être hospitalisé et aidé. C'est des troubles mentaux alors? Oui et non. Un trouble mental est un handicap psychique. Par exemple, on a le cas de la paraphilie, qui est un terme générique pour désigner les fantasmes pour des choses qui donnent pas très envie de forniquer à des gens sains d'esprit. C'est pour ça qu'elle est rangée dans la catégorie de trouble mental. Pour l'exemple, la pédophilie, la scatophilie ou la mécanophilie appartiennent à la catégorie des paraphilies. Et donc ce sont là aussi des troubles mentaux. Et donc de la folie? Ça pourrait, mais ce serait extrêmement simpliste. De la même manière, les troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC, la dépression, le syndrome post-traumatique, l'autisme, les phobies même. Des serpents. Fallait que ce soit des serpents. Ce sont des troubles mentaux. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'homosexualité aussi était considérée comme un trouble mental, susceptible de vous faire interner. Et encore, je mets volontairement de la liste tout ce qui est manie, névrose et tutti quanti parce que sinon on n'a vraiment pas fini. Maintenant, dire que des personnes souffrant de handicap pareils sont folles, je suis pas convaincu. De la démence alors? Mauvaise pioche, la démence est une folie, mais la folie n'est pas forcément une démence. Je comprends pas. Moi non plus. La démence, c'est une neurodégénérescence, un affaiblissement des capacités cognitives qui pousse le malade à ne plus pouvoir se débrouiller par lui-même. Par exemple, un vieux papy atteint d'Alzheimer qui n'est plus capable de reconnaître sa propre famille, il est effectivement dément. Là où quelqu'un en pleine conversation avec sa théière ne l'est pas. C'est une personne folle, mais pas une personne démente. Mais du coup, c'est quoi exactement la folie? Eh ben, c'est compliqué. Et c'est souvent pour ça qu'on se contente d'une échappatoire aussi simpliste qu'inexacte, c'est-à-dire, si t'es pas capable de te comporter comme tout le monde en société, c'est que t'es fou. Sauf que là encore, à quel point une inaptitude sociale peut être considérée comme une folie? Si le simple fait de ne pas penser comme tout le monde c'est être ma boule, on risque de se retrouver avec des asiles surchargés dans pas longtemps, c'est moi qui vous le dis. Vous vous rendez compte du nombre de fictions où un ou plusieurs personnages sont traités de fous en raison d'un avis divergent? C'est un blasphème. C'est de la folie. Mais t'es folle! Vous êtes fous! C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Je me tire. Y a rien qui vous attend, sérieux? Votre monde n'a pas besoin de vous? Est-ce que vous êtes folle? Réveillez-vous! Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Et c'est là le vrai problème. Parce que pour beaucoup de personnages de fiction catalogués comme fous, on peut se demander où est vraiment leur niveau de dinguerie. Vous voulez un exemple? Mad Max. Si le dernier épisode a fait l'effort de conférer au héros quelques hallucinations et une réactivité épidermique, en quoi les premiers films révélaient sa folie? Un mec dangereux, pragmatique, paranoïaque, ça oui, aucun problème. Mais fou? Non? Et vous voulez que je vous retourne encore plus le cerveau? Vous vous souvenez du Joker? Est-ce que vous êtes certain qu'il est vraiment dingue? Pour moi, le Joker et Harley Quinn sont davantage des criminels psychopathes très excentriques. Surtout le Joker, Harley ayant déjà fait preuve d'empathie. Alors qu'à l'inverse, le personnage de Jinx est montré, elle, comme totalement cinglée, fascinée par les explosions. On peut même se demander si elle est consciente du monde dans lequel elle vit. Ok, là pour moi, ça c'est de la folie. A l'inverse, un mec qui garde suffisamment de jugeote pour dresser des plans complexes est un expert du corps à corps et un chimiste de génie. J'y crois moyen. Pareil avec Vass, tout le monde le considère comme fou, lui-même se considère comme un fou. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Dépourvu d'empathie, certes. Excentrique, psychopathe, sans aucune hésitation. Mais fou? Vraiment? Est-ce que je t'ai déjà donné la définition du mot folie? Y a aucune folie. Y a que des blessures. Mais c'est hyper complexe alors! Ben ouais.
Personnellement, je dirais que pour désigner un fou, on parlera d'individus qui, du fait d'un dysfonctionnement mental ou psychologique, deviennent un danger pour les autres ou pour eux-mêmes, que ce soit volontairement ou par négligence. Ce qui permet d'englober non seulement ceux qui perdent contact avec la réalité, les déments et même les psychopathes. Du coup, tu vas prendre quelle angle pour parler de la folie dans la fiction? Ah bah comme d'hab, hein, les stéréotypes. Tu veux dire les fous en camisole de force avec un entonnoir sur la tête? Yep. Un entonnoir? Pourquoi faire? Eh ben, au Moyen-Âge, un entonnoir tourné vers le bas, c'était le symbole de la transmission des idées. Et au contraire, orienté vers le haut, ça impliquerait que le savoir serait renvoyé vers les hauteurs, et donc synonyme de folie. Tout comme l'a illustré Jérôme Bosch au XVe siècle. Bon, après, Bosch a fait pas mal de tableaux sur la folie, et la symbolique de l'entonnoir est pas aussi claire d'une œuvre à l'autre. Mais dans la culture populaire, ça a fini par s'imprimer de cette façon, l'entonnoir devenant le couvre-chef des fous. Moi, j'ai plus souvent vu le cliché du cinglé qui se prend pour Napoléon. C'est également un stéréotype. Et pour le coup, on va diviser la suite de la vidéo en deux parties. Une qui va s'attaquer à la manière dont les principaux troubles mentaux sont perçus dans la fiction, et une autre dédiée aux stéréotypes de personnages fous. Commençons donc avec... Le fou avec une perception altérée de la réalité n'est tout simplement plus capable de bien appréhender son environnement. On appelle généralement cette maladie la psychose. Attends, tu veux dire la maladie des tueurs en série? Non. La psychose, c'est un terme générique, qui va désigner toutes les maladies mentales qui coupent le patient du réel. Une des psychoses les plus connues, pour l'exemple, c'est la schizophrénie. Attends, je suis perdu. La schizophrénie, c'est pas le fait d'avoir plusieurs identités? Le diagnostic des médecins indique que vous souffrez d'un dédoublement de personnalité. Et schizo. Je suis victime de schizophrénie avec psychose paranoïaque et délire narcissique. Pas du tout. La schizophrénie se caractérise par énormément de symptômes en fait, qui vont des hallucinations touchant les 5 sens, au délire et à la dépression, en passant par une désorganisation des pensées. Par exemple, l'héroïne de La fille qui se noie de Caitlin Kierman souffre de schizophrénie. Le cabinet du Dr Caligari, qui semble être pendant la majeure partie de l'histoire une intrigue policière, se termine avec la révélation que le narrateur a tout imaginé. Dans Black Swan, Nina sombre de plus en plus dans la folie à mesure qu'elle se laisse gangréner par sa paranoïa. Dans The Voices, Jerry est un psychotique qui refuse de prendre son traitement, car la maladie lui permet de voir son environnement d'une façon plus agréable, et même de pouvoir converser avec son chien et son chat. Jerry, tu crois pas que c'est le bon moment pour ma promenade? Je crois que c'est une super idée. T'es pas à la hauteur. Elle boit du thé, elle se promène en calèche chez les hommes pour qui elle en pince. Il s'appelle Nigel ou Lord Ingleton, pas Jerry Hickfeng. Étouffe-toi avec ta boule de poil. Raciste. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la psychose et la schizophrénie, sachez qu'il existe 2 œuvres ayant reçu l'appui d'experts, afin d'y conférer un cachet plus réaliste pour désensibiliser la vision de ces maladies. On peut donc citer Hellblade: Senua's Sacrifice, où on suit une guerrière picte traumatisée par la mort d'un être cher, et la web-série Schizo, qui nous fait accompagner une lycéenne peu à peu assaillie par les symptômes. Mais du coup, les psychotiques sont dangereux? Ben, c'est un peu le problème. On a souvent tendance à comparer le psychotique et le psychopathe de cette manière. Le psychopathe tue de façon réfléchie et préméditée, le psychotique massacre sans réfléchir. Et en vrai, c'est pas le cas. L'immense majorité des psychotiques n'ont aucune intention agressive. Donc les psychotiques sont pas dangereux? J'ai pas dit ça non plus. Toute personne susceptible de perdre le fil avec la réalité est un danger potentiel. Si quelqu'un est en train, je sais pas, de couper un morceau de pain avec un couteau et que d'un seul coup il a une bouffée délirante, il peut devenir dangereux sans le vouloir. Mais il peut tout autant risquer de se poignarder lui-même. Alors bien sûr, des meurtriers vraiment schizophrènes, il y en a. Pour ce qu'on en sait, Ronald DeFeo, responsable du carnage d'Amityville, prétendait avoir entendu des voix qui l'auraient poussé au crime. Et dans la fiction, le personnage de Nick Sachs est persuadé de voir une licorne volante qui lui tourne autour. C'est donc un psychotique. Mais le personnage était déjà un tueur à gages alcoolique avant d'avoir des hallucinations. Pour ce qui est des visions imaginaires, c'est un peu plus complexe. Ce sont des événements généralement temporaires, parfois même causés par une pression soudaine qui met les nerfs d'un protagoniste à rude épreuve, dont le subconscient va se mettre à halluciner pour l'aider à tenir le choc. D'ailleurs, si vous vous souvenez de l'épisode sur le fantastique, j'y avais abordé la différence entre le fantastique assumé, qui confirme l'existence du surnaturel, et le fantastique dissimulé, qui lui joue constamment sur la nuance. Est-ce que Alma souffre de schizophrénie ou a-t-elle vraiment développé un pouvoir de manipulation temporelle? La jeune Ophélia a-t-elle perdu l'esprit ou est-elle réellement en contact avec un monde imaginaire? Le protagoniste du Horla est-il véritablement hanté par un spectre qui lui pompe son énergie vitale? Est-ce que les visions du héros de Binding of Isaac sont la vérité ou de simples hallucinations? Ok, je crois que je commence à piger. Et les personnalités multiples du coup, c'est quoi le rapport?
Une des autres grandes folies présentes dans la fiction, c'est l'altération de la personnalité. Évidemment, il y a les troubles que tout le monde va connaître, comme la dépression. Ouais, le truc qui pouffe et qu'on va faire fialer, quoi. Primo, non. La dépression ne touche pas que les femmes. Et deuxio, c'est pas juste une soirée de chialade. Une vraie dépression, ça peut durer des mois, des années parfois. C'est extrêmement grave et le patient n'est pas juste triste. Il perd goût à la vie de toutes les façons possibles et imaginables. Mais c'est un bon moyen pour évaluer sa dépression. Parce que lorsqu'on commence à réfléchir en regardant de la télé-réalité, comme pour la dernière saison de Mad Men, on sait qu'on est dépressif. Du genre, dépressif à pas bouger de son lit durant 24 heures pour aller pisser. On peut aussi aborder très vite fait le cas de la bipolarité, qui est un trouble de l'humeur pouvant faire varier les émotions d'un patient d'un extrême à l'autre. Et qui peut intégrer des phases de dépression aussi, sinon ce serait pas drôle. Et on va finir cette partie avec la Rolls-Royce des maladies mentales de la fiction, le TDI. Le quoi? Trouble dissociatif de l'identité. Je croyais qu'on disait syndrome de personnalité multiple. Alors avant, oui, mais ils ont changé. De ce que j'en ai lu, le terme identité serait moins déshumanisant que personnalité. Perso, je vois pas trop la différence, mais bon. Le TDI, c'est le fait d'avoir plus d'une personnalité au sein d'un même corps, chaque identité supplémentaire étant séparée des autres et n'ayant pas accès aux mêmes souvenirs. C'est un trouble psychiatrique qui est quasi constamment lié à des maltraitances et des abus sexuels durant la petite enfance. On peut donc arriver à des identités drastiquement éloignées de celles du patient d'origine, engendrant des comportements et des réactions totalement différentes aux situations et à l'environnement. Le truc, c'est que, encore à l'heure actuelle, il y a énormément de controverses sur la TDI, certains experts remettant même son existence en question. Quoi qu'il en soit, les grandes lignes de la maladie ne sont pas très souvent respectées lors des adaptations en fiction, les personnages subissant un TDI n'ayant pas forcément subi de traumatisme dans leur enfance. Alors, c'est quand même le cas dans certaines œuvres, comme Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark, mais souvent, les œuvres peuvent donner à la maladie une origine beaucoup plus tardive, comme c'est le cas pour Mary Walker, dont le TDI a été déclenché alors qu'elle était déjà adulte. Et Marie n'a donc aucun souvenir de ce que vous faites, vous? C'est la définition du TDI. En cas de changement, le corps passe sous le contrôle d'une personnalité complètement différente. On a même certains cas où le TDI n'est même pas provoqué par un traumatisme, mais juste par des émotions refoulées, voire par un événement fantastique ou de science-fiction. Dans L'homme programmé de Silverberg, un violeur en série a vu sa personnalité effacée au profit d'une nouvelle conscience entièrement factice. Problème, l'esprit du psychopathe n'a pas été intégralement effacé, le poussant à se battre pour récupérer son corps. Pour Légion des X-Men, son TDI fait partie de sa mutation, chacune de ses personnalités possédant son propre pouvoir. Ou encore, l'origine même des TDI dans la fiction, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, sur le papier, je suis d'accord, en pratique, moins. Puisque les changements de personnalité de Jekyll, tout comme ceux de Hulk ou de Killer 7, engendrent une modification physique. Mais dans la réalité, ce n'est jamais le cas. Une personne atteinte d'un TDI ne développera jamais une super force pour écharper tout ce qui se passe autour d'elle, et ne changera jamais d'apparence. Une autre grosse différence avec la réalité, c'est que, dans la fiction, il n'y a pas nécessairement de séparation entre les identités, leur permettant de communiquer en direct. Alors que normalement, c'est pas possible. D'accord. Tue-le. Oh non, non. J'ai dit, tue-le, espèce de mauviette, c'est Lucifer. Non, il a rien fait. C'est la dernière fois que je te le demande. Tue-le. Bon après, il peut y avoir des cas plus complexes, comme pour l'héroïne de la BD Elle. Elle, oui c'est son nom, souffre d'un désordre de l'humeur, qui peut faire varier cette dernière selon plusieurs cas. Chacune représentée avec une pigmentation capillaire caractéristique. Or, le changement est ultra précis à chaque fois, au point qu'on peut carrément les associer à des personnalités complètes. Mais dans ce cas, est-il normal que les souvenirs de Elle n'aient pas le moindre trou? Qu'elle ait toujours la sensation d'être aux commandes malgré tout? L'héroïne d'Omni possède toutes ses intelligences au maximum, à un point tel que ça lui permet presque d'avoir des avis différents dans sa propre tête pour trouver la meilleure solution possible. Mais est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des personnalités différentes? C'est un peu plus complexe. Et sinon, qu'est-ce que tu penses des polémiques que s'est mangé Split? Hein? Bah en fait, le film a été accusé de stigmatiser les TDI, de les faire voir comme des monstres susceptibles d'enlever des adolescentes. Ok, on se pose 2 secondes. Le fait est que le personnage de Split est un cas à part. Il n'est pas le seul à souffrir d'un TDI, c'est révélé par sa psy qui a d'autres cas du même genre. Ensuite, je vous rappelle que sur les 24 personnalités du protagoniste, il n'y en a que 3 qui soient vraiment maléfiques. Et je compte même pas Hedwig dans le lot vu que c'est plus un gosse facile à manipuler qu'un vrai méchant. Et là encore, la modification physique de ces transformations n'est pas commune à
tous les TDI de cet univers. C'est une branche très rare d'entre eux, et c'est justement pour cette raison que la Toubib a autant de mal à faire accepter sa thèse à ce sujet. Traduction, il n'y a pas des milliards de TDI avec des bêtes maléfiques et surpuissantes, même dans cet univers. Et enfin, pour terminer, si vous jugez que Split stigmatise les TDI, pourquoi vous gueulez pas contre Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Non, parce que là, niveau stigmatisation entre le gentil docteur et la pourriture de première, ça y va. Croyez-moi, dans les TDI stigmatisants, il y a bien pire que Split. Même si, il faut l'admettre, trouver des personnalités multiples avec un aspect bénéfique dans la fiction, faut quand même bien chercher pour les trouver. Et je vais m'arrêter là pour les folies de ce calibre. D'ailleurs, ça me vexe beaucoup puisque je peux pas vous parler de certaines œuvres qui l'abordent, justement parce que leur principal twist repose sur une personnalité multiple ou un délire. Aussi, je propose qu'on s'attaque maintenant aux différents stéréotypes du fou, en commençant par le plus soft d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'un savant fou? Ce stéréotype désigne un individu, généralement scientifique, dont l'intelligence a atteint un tel degré qu'il en est devenu capable d'inventer des choses relevant de la science-fiction. Le problème étant que si ces inventions sont très avant-gardistes pour son époque et permettent une avancée spectaculaire de la science, elles peuvent néanmoins avoir des conséquences désastreuses, soit parce qu'elles ne fonctionnent pas toujours comme il le faudrait, comme c'est le cas avec le professeur Pipolet des Spectaculaires, ou juste parce qu'elles pourraient être utilisées à de mauvais escients. Le savant fou, c'est pas censé être un méchant? Pas nécessairement. Un savant fou, c'est un scientifique qui va trop loin, et soit il n'a pas conscience des conséquences de ses inventions, soit il est juste complètement déconnecté de la réalité. La plupart des savants fous sont excentriques, un peu barrés, mais pas méchants, et clairement pas dangereux. On peut citer le cas du docteur Hieronymus Alloy, qui suit constamment un but vertueux, qui veut créer une utopie pour l'humanité, mais avec des projets qui restent moralement très douteux. Genre, transformer les humains en poissons pour lutter contre la surpopulation et la noyade. Bon alors pour sa défense, sur le papier, ça passe. Mais après, comme tu l'as souligné mon cher Yegor, il y a aussi des savants fous antagonistes. Parce qu'ils suivent une ambition dépourvue de morale, comme de créer un être vivant à partir de cadavres, ou tout simplement qui veut juste faire ce qui lui chante et n'en a rien à battre de la vie des autres. Et enfin on a le cas des vrais méchants, ceux qui utilisent leur cerveau dans un but foncièrement néfaste. Le docteur Septimus de la Marque Jaune, le docteur Willard de Tomb Raider 3, et les scientifiques de la Umbrella Corporation, on en parle? Les mecs ont quand même créé un virus zombie, et tout un tas de créatures et d'expériences dégueulasses, je vous rappelle. Mais du coup, un savant fou ne l'est pas vraiment. Bonne remarque, le savant fou est rarement vraiment fou, même s'il existe des cas où il peut effectivement avoir des cases en moins. Tu déconnes. Des licornes. L'anniversaire de Peter. Une pincée de cannelle, Z2 égale Z1 au carré plus C. Le Lacrédon, c'est quoi charabia? À quoi vous jouez avec moi là? Ah rien. Mais ma tête me joue des tours, j'y peux rien. Je me pose une question. Est-ce que Moriarty ou Edward Nygma sont des savants fous? Alors non, pas du tout. Ces deux-là appartiennent plus à l'archétype du génie du crime. Ils sont extrêmement intelligents, certes, mais ce ne sont ni des inventeurs, ni des scientifiques. Voilà, donc ils rentrent pas dans cette catégorie. Bien, basculons maintenant un peu plus dans la folie, et un peu moins dans le génie, avec... Alors celui-là, je suis à peu près persuadé que beaucoup d'entre vous en ont déjà aperçu au moins un, mais ce sera extrêmement difficile de vous rappeler où. J'appelle ce cliché le fou qui sait, car il s'agit d'un individu qui, malgré le fait qu'il soit complètement à l'ouest, se révèle posséder bien plus de connaissances qu'on ne voudrait le croire. C'est par exemple le cliché du fou qui sait à l'avance que des événements cataclysmiques vont se produire, mais que personne ne prendra au sérieux. Il nous a déjà trouvés. Il vient nous prendre! Et c'est là toute la contrepartie paradoxale du fou qui sait. Rien ne garantit que ce personnage possède effectivement des informations qui pourraient être utiles plus tard. Et de la même manière, même si le fou ne parle pas, sa déchéance mentale peut être un indice sur les risques encourus. Savoir que ceux qui sont un peu trop approchés du mythe de Cthulhu ont disjoncté, c'est une information à garder en mémoire tout de même. Dit comme ça, on croirait que la folie ne touche que les personnages secondaires ou les antagonistes. Tu fais bien de le signaler, je corrige ça tout de suite. Car oui, la folie peut aussi être une menace pour le protagoniste. Confrontés à des événements horriblement traumatisants, leur santé mentale peut vaciller une fois de trop, les condamnant à un abîme sans fin de troubles mentaux.
La peur de sombrer dans la folie est d'ailleurs un élément assez récurrent dans nombre d'histoires, mais aussi et surtout dans paquets de jeux vidéo ou de JDR sur table, où la santé mentale est à peu près aussi importante que la santé physique. Et dans ces conditions-là, si jamais vous devenez fou, c'est la fin de la partie. C'est également le cas dans les œuvres de Lovecraft, où les personnages trop confrontés aux abominations du mythe finissent 90% du temps par perdre la raison, leur esprit ne pouvant assimiler les horreurs auxquelles ils ont assisté. Quand la folie n'est pas tout simplement provoquée par les antagonistes d'une façon ou d'une autre. Mais on a également le cas de la folie obsessionnelle, celle qui pousse un individu à se lancer dans une quête si effrénée qu'il en vient à perdre sa santé mentale. Dans ces œuvres, la folie est la fin de tout, une quasi-mort de l'esprit, un exil pour la santé mentale sans aucun espoir de retour. Si on y succombe, alors c'est terminé pour nous, car bien que l'on reste en vie et en relative bonne santé physique, plus rien ne pourra nous sauver. Et ce point nous amène à nous interroger vite fait sur un autre élément important. Alors pour le coup c'est un peu l'inverse du chapitre précédent, un personnage principal qui a déjà succombé à la folie, et dont la quête, ou du moins sa récompense, sera de parvenir à obtenir la guérison, retrouver un esprit sain. Et ouais, des héros cinglés, il y en a même beaucoup plus qu'on voudrait le croire. Certains peuvent en être conscients et l'accepter, ou au contraire tenter désespérément de conserver une santé mentale, et de faire la part des choses entre la réalité et la folie. Terminons maintenant avec l'ultime cliché du fou, celui auquel 95% des gens auront pensé en voyant cette vidéo. Ah, le fou dangereux. Le maboule tellement instable que le moindre souffle de vent dans le mauvais sens est susceptible de le faire partir en vrille pour massacrer tous ceux qui croisent sa route. Ce qui est déjà contradictoire puisque, comme je vous l'ai dit, la plupart des personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas violentes. Pas volontairement du moins. Mais dans les œuvres de fiction les plus classiques, ils sont régulièrement montrés comme des dangers potentiels, pouvant attaquer sans l'ombre d'une raison. Du coup, on peut ajouter Jerry de The Voices, non? Après tout, il tue des jeunes femmes sans raison? Pas d'accord. En soi, Jerry n'est pas mauvais, il ne cherche pas à tuer volontairement. Ses deux premiers meurtres, par exemple, sont totalement accidentels. C'est juste que plus le temps passe et plus il perd le contrôle. Donc techniquement, il est fou et il est dangereux, mais il n'a pas la partie malsaine qu'on assimile d'ordinaire à l'étiquette fou dangereux. Un fou dangereux, ça peut être Jack Torrance dans Shining ou Marv dans Sin City. L'un sombre peu à peu dans la folie à mesure que les fantômes lui maltraitent le cerveau, et l'autre est une brute épaisse, souffrant d'hallucinations sévères, le contraignant à gober des médocs comme des tic-tac. Et c'est là qu'on en arrive à mon problème avec ce stéréotype. Les fous dangereux sont-ils vraiment fous? Ben, c'est peut-être pas en lien avec la folie en vrai. Peut-être que quand on parle de fou dangereux, on parle juste d'un individu tellement violent qu'il ne peut plus être raisonné. Un peu comme Kilgore dans Apocalypse Now. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Excellente remarque. Mais là encore, oui, ça sous-entend que la folie n'est pas vraiment au cœur des choses. Ou alors, il faut se demander, est-ce que la cruauté est une forme de folie? Car gardons aussi en mémoire un point essentiel. Un fou n'est pas responsable de ses actes. Il doit donc être soigné et non condamné. L'asile de fous. Je sais pas pour vous, mais à mes yeux, l'asile a toujours revêtu un manteau bien particulier en comparaison de tout un tas d'autres lieux effrayants. Je veux dire, un cimetière c'est là où on enterre les morts, une prison, un lieu où on enferme les criminels, mais l'hôpital psychiatrique est encore plus effrayant. On y enferme des fous, des individus supposément dangereux sans raison. Ce qui n'est pas vrai, vous l'avez compris, vu que je vous le rabâche depuis le début de la vidéo. Les établissements psychiatriques, ça ne date pas seulement de la fin du 19e siècle. Le tout premier asile d'Europe étant l'hôpital royal de Bethléem, surnommé Bedlam, fondé en 1247. Mais le premier hôpital pour fous au monde, lui aurait été fondé à Bagdad en 705 de notre ère. Et leur réputation est à la fois fondée et pas fondée. Puisque, rappelons-le, contrairement à un hôpital classique, les HP ont pour charge de recueillir des personnes à la santé mentale instable. Alors autant vous dire que ce genre de patients, c'est assez compliqué de respecter leur volonté. C'est par exemple le cas de Emily Autumn, l'héroïne de Asylum qui, après une tentative de suicide, se voit internée de force. Une période durant laquelle elle est plus ou moins traitée comme une criminelle, avec interdiction de garder 99% de ses affaires ou de bouger de son lit. Quand on sait que l'autrice a globalement retranscrit tout ce qu'elle a réellement vécu, ça donne pas envie de se faire interner. En gros, un asile, c'est là où on enferme les fous dans des camisoles de force et où on les sédate bien comme il faut. Alors non,
En fait, même dans l'ancien temps, l'usage de la camisole de force était déjà assez rare et n'était réservé qu'aux patients dangereux. Mais aujourd'hui, c'est un stéréotype très répandu, voire même obligatoire si vous abordez les cas des asiles des 19e et 20e siècles. Quasi systématiquement, si un personnage est interné, il sera en camisole de force. Et j'ai entendu dire qu'avant, on enfermait les têtes des détenus dans des cages, histoire de les empêcher de mordre. Compliqué. D'après mes recherches, des moyens de contention il y en avait, généralement pour tout le corps, mais aussi qui protégeaient le visage. Et c'est vrai qu'à l'époque, si le patient était dangereux, bah, à part l'attacher et le museler, tu pouvais pas faire grand chose. Et il pouvait pas juste le laisser dater? Pas si simple. Déjà, la seule idée selon laquelle un fou doit être soigné et pas puni, c'est super récent. Rien que le fait que les asiles soient responsables de leurs pensionnaires, ça date que du 19e siècle. Ils étaient même pas considérés comme des êtres humains avant. Et je parle même pas des traitements, entre les bains glaciales pour donner un coup de fouet à l'esprit, et le girator qui te fait tourner sur toi-même pour envoyer un max de sang au cerveau. Mais il y avait plus amusant aussi, comme la chirurgie. Oui, on considérait que certaines parties du corps pouvaient être la cause de la folie. Les dents, les ovaires, les testicules, l'estomac, le foie... Et le docteur Henry Cotton, l'instigateur de cette pratique, affirmait parvenir à un taux de guérison de 85%. En omettant tous ceux qui ne survivaient pas aux opérations, bien sûr. Et bien entendu, pas question de l'oublier, celle-là, la fameuse lobotomie, qui consistait à t'enfoncer un putain de pic à glace dans l'orifice oculaire pour te défoncer ton lobe frontal. Les conséquences, très variables. Ça pouvait modifier la personnalité, engendrer une psychose, voire même plonger dans un état végétatif. Tout ça, bien sûr, pour des résultats positifs, encore à prouver. Et il y avait les électrochocs aussi, c'était vraiment des barbares à l'époque. Oui, alors les électrochocs, on les utilise toujours. Quoi ? Ah, évidemment, à l'époque c'était très dangereux avec des résultats pas jojo, mais aujourd'hui la technique a beaucoup évolué et montre même des résultats très positifs contre les dépressions graves. Et avec l'arrivée des neuroleptiques, on a pu se passer presque entièrement des systèmes de contention et des traitements barbares. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des camisoles chimiques. Après tout, pourquoi attacher les patients quand on peut se contenter d'en faire des légumes incapables de se débattre? Sérieusement. Mais je ne vais pas essayer de prétendre que, parce que les traitements ont évolué et sont devenus plus respectueux des malades, que ça veut dire que l'asile psychiatrique est un endroit où on aimerait se retrouver. Alors bien sûr, il y a toujours possibilité de sortir guéri d'un HP, et les psychiatres n'ont plus grand chose à voir avec les aliénistes du siècle dernier. Mais malgré tout, la terreur de ce lieu demeure. Soit parce que nous sommes effrayés par ces locataires, que l'on considère susceptibles d'être extrêmement dangereux, mais le double effet qui se coule, c'est surtout la crainte de se retrouver soi-même enfermé dans un asile, avec une incapacité totale à convaincre son entourage que l'on est sain d'esprit. Gardez en tête que si vous êtes fou, vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre tête. Mais si vous finissez à l'asile, c'est le monde entier qui ne vous fera plus confiance. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur la folie dans la fiction. Et que pouvons-nous en conclure? Eh bien que malheureusement, à trop vouloir utiliser la folie comme thème prépondérant uniquement pour son fort potentiel de tension scénaristique, et à constamment les traiter comme des menaces pour le grand public, on finit par véhiculer la plus mauvaise des images, celle selon laquelle les fous sont des dangers ambulants qu'il faut craindre. Alors qu'en réalité, les malades mentaux auront plus souvent besoin d'aide et de soutien que de vrais criminels. Attends, la vidéo est finie là? Ouais, et comment qu'elle est finie? Mais t'as pas parlé des psychopathes pourtant! C'est voulu, je garde ça pour un futur épisode, hein, c'était bien sympa, mais les psychopathes c'est un très gros morceau, et cette vidéo est déjà assez longue et complexe comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.